Hélène, je te laisse. Donc, tu as 25 minutes pour effectivement nous présenter ce que tu as présenté et nous raconter cette belle histoire. Ça marche. Alors, je fais le partage d'écran comme il faut. Est-ce que tu as besoin que je te fasse un signe pour la gestion du temps ou tu te débrouilles? Euh, je pense que c'est bon. Attends, effectivement, c'est une bonne idée. Je vais mettre un timing pour que ce soit Bon, respectueux. Ok, c'est tout bon. super, merci. Alors, donc l'idée, c'était de vous parler de la manière dont on vit aujourd'hui nos réunions d'équipe au sein de la direction que j'anime. Et ça fait plus de 2 ans maintenant que toutes nos réunions d'équipe sont sous un format qui s'appelle la réunion tactique, que peut-être certaines d'entre vous connaissent sous le nom de la réunion de triage. C'est un autre de ces noms. Et le retour d'expérience qu'on en a, c'est vraiment ce que j'ai mis en sous-titre, c'est-à-dire qu'on est enfin sur une réunion d'équipe efficace et coopérative. Et ce qui sous-entend le terme coopératif, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce que j'avais mis un peu dans le pitch de cet atelier, c'est que c'est une réunion qui donne du pouvoir d'agir à tous et toutes dans l'équipe. Effectivement, j'ai pris depuis un an parce que ça fait un an que je suis réellement formée, moi, aux questions d'holacratie, mais ça fait même plus longtemps qu'on le vit comme ça. Et peut-être on est plus formel dans notre manière de l'animer. Et puis l'idée, c'est de dire qu'au-delà de ce petit moment de vie d'équipe qui est la réunion d'équipe, qui est quand même un très bon révélateur, je trouve, de ce qui se passe, et ben, ça a embarqué plus largement toute une série d'autres changements. Peut-être dans les éléments un peu préalables. Pardon, je me remémore ce que j'ai mis dans le PowerPoint, puisque effectivement, j'étais partie du tableau. Mais voilà, dans les éléments préalables, peut-être vous dire que donc nous, on est d'une direction qui est une direction ressources pour l'ensemble de notre organisation, la métropole, qui compte 2000 agents. Et que l'idée, c'est qu'on essaye des choses et qu'ensuite on essaye d'embarquer les autres. Et ça fait très longtemps et on anime notamment une démarche d'accompagnement managérial. Donc c'est pour l'ensemble des managers avec cette idée de booster la culture de la coopération. Et ça fait très longtemps qu'on diffuse des outils de l'intelligence collective et je vous ai mis un peu des formes de verbatim. Alors, elles n'ont pas été dites telles quelles, hein, c'est un peu reconstitué, mais qui apparaissent souvent quand on discute avec des collègues et qui disent, ben voilà, j'ai essayé de faire des réunions un peu sous des formats différents, d'intelligence collective, etc. Mais petit 1, moi j'ai un agenda qui est hyper chargé et finalement prendre beaucoup de soin à animer sous des formats différents, ben voilà, ça me prend un temps fou. Et puis en plus, je me rends compte que ben, c'est très plaisant sur le moment, on échange bien, etc. Mais j'ai du mal à cranter sur la suite, à déboucher sur du concret. Donc voilà, c'est deux points d'alerte qui nous étaient remontés. Et puis, le deuxième point d'alerte, c'est que pour ceux qui essayent de l'organiser de façon un peu récurrente, ben, en fait, on se rend compte que les vieilles habitudes un peu rituelles, alors peut-être qu'ils sont encore plus fortes dans nos organisations publiques, mais j'ai l'impression que c'est quand même vrai aussi dans le privé. Ben, il y a cette espèce de réflexe de dire que ben, c'est le manager qui anime, il est dans de la descente d'informations, et puis on a tous tellement d'autres trucs à faire en même temps qu'on est derrière notre ordinateur en train de faire d'autres choses et que ben, voilà, les mauvaises habitudes reprennent le devant. Donc, c'est vraiment partant de ces deux points de constat que on s'est embarqué, nous, dans la réunion tactique et qu'on essaye aujourd'hui de la diffuser. Et ben, peut-être avant de vous dire comment ça s'est passé concrètement pour nous, peut-être un petit point méthodo sur qu'est-ce que c'est exactement cette réunion tactique, comment ça se passe, en disant que c'est quelque chose qui vient d'un réflexion sur les organisations qui est... Alors, nous, on la pratique dans le cadre de l'holacratie. Je reviendrai un peu après sur notre organisation de l'holacratie, mais je l'ai entendu aussi dans la sociocratie, dans toutes ces réflexions d'organisation qui essayent de donner du pouvoir à chacun, de réfléchir au niveau de délégation. Alors, concrètement, la réunion tactique. Donc, l'idée, c'est que c'est une réunion qui est finalement assez ritualisée, avec des phases qui sont très organisées, très systématiques et qui sont toujours les mêmes.
Et c'est dans ces chaussons-là que on s'est placé nous et que je vous invite à vous placer si vous souhaitez le tester. Parce qu'en fait, ça règle un des premiers problèmes qu'on a vu là dans les petits verbatim, qui est de dire, ben, je mets beaucoup de temps à l'organiser, ça demande de l'énergie à le monter. En fait, voilà, quand on se met dans les chaussons de la tactique, en fait, il y a une efficacité de ce rituel qui permet à chacun aussi de trouver sa place. Donc, la réunion tactique, c'est 6 étapes. Les étapes violettes, c'est des étapes qui sont très courtes. Donc, vous le voyez à l'écran. En fait, même nous, notre réunion d'équipe, elle fait 1 heure et demie. C'est des réunions tactiques, elles peuvent être sur une demi-heure même. C'est très, très rapide. Ça peut être sur 3 heures aussi. Mais voilà, nous sur 1 heure et demie, les 4 premières étapes, elles font grand maximum 1/4 d'heure, 20 minutes. Et l'idée, c'est que ce qui est en rouge, le triage des points, c'est vraiment le cœur de la réunion et c'est le moment où, euh, sur lequel on s'arrête un peu plus et on construit ensemble. Donc, comme classiquement dans les réunions où il y a de la collaboration, on commence, comme on l'a fait très bien dans cette visio, par un tour d'inclusion, qui peut être une météo personnelle, mais ou d'autres éléments, j'y reviendrai après. Mais voilà, il y a quelque chose qui nous invite chacun à être bien présent dans la réunion et à être en capacité de dire, ben voilà, si j'ai des choses qui me parasitent, je les exprime là, je les pose, et puis c'est aussi un moment où voilà, ça nous invite à être là. Ensuite, il y a un deuxième temps aussi très court qui est ce qu'on appelle la revue de la checklist. Ça, c'est notre équipe qui collectivement se dit qu'est-ce que j'ai besoin de partager de façon un peu récurrente. Donc, par exemple, nous, dans notre checklist, il y a 2 choses. Il y a est-ce que j'ai mis à jour le tableau des projets? On a un tableau de suivi de notre activité et l'idée là, c'est que le facilitateur de réunion, il fait juste un tour des personnes présentes en disant fait ou pas fait et je ne demande pas de justification. Enfin, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui suis facilitatrice. Mais, est-ce que ça a été fait et il n'y a pas de commentaire pour dire si c'est pas fait, c'est pas bien, etc. En fait, c'est juste de la prise de conscience collective de il y a besoin que ce tableau il soit mis à jour et on s'encourage les uns les autres à le faire. Et le deuxième point de checklist, nous, c'est est-ce qu'on a reçu des sollicitations extérieures? Comme on a un service ressources, on a pas mal de demandes. Et l'idée, c'est que comme ça, on a une vigilance sur bien partager les sollicitations parce que nous, on a un enjeu à ce qu'elles soient traitées collectivement. Ce ne soit pas juste la personne qui la reçoit qui répond, mais qu'on partage cette info. Donc, pareil, c'est oui, non. Est-ce que j'en ai reçu ou pas? Et si c'est un sujet à partager, on va le mettre dans le moment du triage. Et le troisième point, la revue des indicateurs. Nous, on s'est fixé un indicateur sur lequel on a de la demande de reporting au niveau organisationnel, qui est notre niveau de consommation budgétaire. Donc, et ça, on ne fait pas à chaque réunion. On s'est dit tous les 2 mois, on a ce partage sur le niveau de consommation budgétaire parce qu'on a un attendu. Donc ça, hyper rapide, vous voyez que c'est un tour en 5 minutes, ça c'est fait sans commentaire. Ensuite, il y a un temps nouvelle sur les projets. Là, on prend notre fameux tableau des projets on est tous censés avoir tenu à jour, comme vous l'avez compris, et on passe en revue individu par individu où est-ce qu'on en est des projets. Et la question qui est posée là, c'est est-ce que j'ai des nouvelles intéressantes pour le collectif à partager? L'idée, c'est de sortir de 2 écueils dans lesquels on est régulièrement sur les projets, qui sont soit je décris de façon hyper précise là où j'en suis, parce que en fait, j'ai besoin aussi d'avoir du feedback détaillé de tout le monde, et puis mon boulot me passionne et j'ai envie de partager tout ce que je fais, mais en fait, je ne tiens pas compte à la fois du temps disponible des autres et puis de est-ce que ça les intéresse ou pas. Et soit, à l'inverse, ben, je suis dans mon tunnel, dans mon canal, et je ne partage pas des infos qui pourraient intéresser. Donc là, c'est vraiment de dire, la question qui est posée par le facilitateur, c'est qu'est-ce que tu as comme information sur tes projets qui pourrait intéresser tout le monde? Et ça peut aller, et là, après, c'est à chacun d'arbitrer en disant, ben, qu'est-ce qui pourrait intéresser? Ça peut être juste
lors de ce comité de pilotage, il y a telle information qui a été partagée et elle peut vous intéresser, vous, parce que ça dit un niveau stratégique, voilà, c'est une petite pépite, ou ça peut être un peu plus long, j'ai tel rapport qui a été rendu, voilà, c'est arbitré par chacun, mais je donne ces nouvelles sur les projets. Et là, on autorise de façon très brève des petites questions de clarification. Voilà. Mais l'idée, c'est que normalement, il n'y a pas trop de questions, mais on peut avoir un tout petit aller-retour qui fait que, en gros, on a entre 10 et 15 minutes nouvelles sur les projets. Et après, donc, on arrive dans le cœur de la réunion de triage, qui est cette question de la revue des tensions. Alors, en holacratie, on appelle tension un décalage entre ce que je voudrais faire et ce que je dois faire. Et donc, ça peut être de toute nature. Il peut y avoir un décalage entre les échéances que je m'étais données et ma capacité à les tenir, un décalage entre les gens que j'arrive à mobiliser, ceux que j'arrive à faire, des tensions sur le budget, des tensions sur les moyens, etc. Donc voilà, c'est tous ces décalages. Et c'est des points sur lesquels voilà, je dois faire des choses et je n'arrive pas à les tenir. Donc, c'est bien quelque chose qui me concerne moi. Après, ça peut être des choses très pratiques, mais ça peut être aussi des demandes d'informations. J'ai besoin d'en savoir plus sur tel sujet dont tu as parlé. Donne-moi 5 minutes, 10 minutes d'infos et on voit si on arrive à le traiter en direct ou si on le traite après. Et ça peut être aussi du partage d'informations. J'ai besoin de prendre un peu plus de temps que ce que j'ai mis dans mes nouvelles sur les projets pour vous parler en 10 minutes de telle réunion qui s'est bien ou mal passée, etc. Donc voilà, ce temps de triage des points. Et l'idée, c'est qu'on a construit, si possible à l'avance, les points qu'on a envie de mettre à l'ordre du jour. Nous, on a un logiciel sur lequel on rentre nos points à l'avance. Et c'est aussi des techniques qu'on a intégrées aussi à l'usage, mais ça peut être tout à fait un tableau Excel ou même un document papier. C'est pour ceux qui sont low-tech sur lesquels on écrit à l'avance nos sujets. Et par contre, ce qui est bien clair, c'est que le nombre de points à traiter, il est posé et partagé par tout le monde. On sait si on a 5 points à traiter ou si on a 15 points à traiter, parce que la responsabilité du facilitateur, c'est de traiter tous les points. Ou, si on n'arrive pas à traiter tous les points, d'arriver à dire, là, il nous reste plus que 10 minutes dans la réunion, est-ce qu'il y a des gens qui veulent retirer des points de ça? Mais on doit tous les traiter, et traiter un point, ça veut dire la personne apporte son sujet, dit son besoin, et la question du facilitateur, c'est quel est ton besoin? On échange sur le sujet et régulièrement, le facilitateur demande « Est-ce qu'on a bien répondu à ton besoin ?» Et si oui, on passe au point suivant. Et ensuite, on a un petit tour de clôture assez classiquement qui peut être avec quoi je repars ou quand est-ce que se passe la prochaine réunion, enfin un point qu'on a besoin de partager. Alors peut-être pour rentrer un peu plus dans le comment on le vit nous. Alors d'abord, vous redire qu'effectivement, notre organisation d'équipe de direction, c'est petit à petit organisé autour de ce principe de l'holacratie, c'est-à-dire un fonctionnement par cercle. Là, vous avez le cercle de notre direction, donc la direction stratégie, innovation, relations citoyennes, à l'intérieur duquel vous voyez les trois services qui sont dans la direction, c'est le service participation citoyenne, et la mission EPOPI, c'est évaluation prospective, observation, pilotage, innovation, c'est un joli sigle, et la mission, le service relations métropolitaines aux usagers. Et ce qui est intéressant, c'est que le fonctionnement par cercle, c'est aussi, il y a des cercles qui ne sont pas les services qui sont d'autres espaces dans lesquels on travaille. Par exemple, on a tout un gros projet 2024-2025 d'organiser des débats citoyens pour le climat. Là, on a un cercle qui tient aussi ces réunions tactiques. Et l'idée, c'est qu'un cercle, c'est un endroit où on tient des tactiques. Les grands éléments, les grandes plus-values de cette réunion tactique, c'est vraiment l'idée qui donne son efficacité, c'est que ça nous permet d'aller à l'essentiel. Et les deux parties de la tactique, j'espère que vous l'avez compris, il y a un temps de synchronisation. Le côté, on se donne les infos essentielles sur les projets, celles qui intéressent les participants. On met à jour nos référentiels, nos infos, etc. Donc, c'est synchronisation.
Et après, ce fameux temps plus important, c'est qui est la levée des tensions. Et avec cette définition d'une tension qui est décalage entre ce que je veux et ce que je peux faire. Donc voilà, les deux grands temps de la tactique à retenir, c'est ça. Et ce qui est hyper intéressant à retenir, c'est que finalement, ce double point, on pourrait presque le tenir. Et en fait, moi, je me rends compte que je le tiens de plus en plus, y compris dans n'importe quel point bilatéral, n'importe quel temps de travail. Se dire, j'ai un point avec un de mes collègues qui veut me faire remonter un projet, qui me dit, ben, faut qu'on parle de mes dossiers. Et ben, presque systématiquement, on dit, ben, c'est quoi comment on se synchronise? Vas-y, dis-moi les infos essentielles que je dois savoir et moi, je te dis les miennes. Et après, c'est quoi les problèmes qu'on doit résoudre ensemble? Et est-ce qu'on a bien levé les tensions? Est-ce qu'on est bien sorti de la réunion en étant clair sur le pas d'après à conduire pour chacune? Alors, les bénéfices que ça a apporté à notre équipe. Clairement, on est sur des réunions qui sont plus courtes. En tout cas, et c'est cette histoire de la grande efficacité, mais c'est vrai que on sort de notre déviance naturelle qui est la digression, parce qu'en fait, il y a vraiment un rôle important du facilitateur qui est de tenir quel est ton besoin, est-ce qu'on a répondu à ton besoin, et on passe au point d'après. Et c'est des réunions, on a fait des tactiques, on a traité 25 points. Donc, il y en a qui peuvent aller très vite. Et petit à petit, cette culture de j'apporte un point et collectivement, on se met en position d'essayer de le résoudre, c'est assez efficace. L'autre bénéfice, c'est cette histoire d'engagement des participants et c'est ce qui me fait dire qu'on est sur une réunion capacitaire au sens qui fait de la capacitation. Parce qu'en fait, on sort vraiment de cette posture où c'est le manager qui apporte les solutions. J'arrive avec des problèmes et j'attends du manager qu'il le résolve. Mais on est vraiment sur un temps collectif quand on apporte l'attention et qu'ensuite on essaye de le résoudre. Tout le monde se sent concerné par l'attention. On est concentré vers la personne qui apporte l'attention. Et ça, c'est aussi un des jobs du facilitateur, c'est de faire gaffe que, sous prétexte de dire « Ah ben oui, moi aussi j'ai ce problème », on dit « Attends, on traitera ton point après. Là, on va se concentrer sur le problème de cette personne et ensemble, on va essayer de le résoudre. » Et voilà, c'est vraiment ce truc fascinant que vous devez vivre aussi de l'intelligence collective, mais plein de portes qui s'ouvrent que je n'aurais jamais pu ouvrir moi si j'avais été toute seule face au problème. Systématiquement, quand on fait la tactique, il y a une prise de notes en direct à la fois des problèmes, mais aussi des prochaines actions à conduire. Et le rôle du scribe de réunion est particulièrement important. On a un affichage des prochaines actions à conduire et il y a un dialogue qui se joue entre le facilitateur et le scribe et puis la personne qui amène l'attention en disant, ben voilà, est-ce que ça te va si la prochaine étape, c'est, ben voilà, Hélène doit monter une réunion avec le directeur général adjoint sur telle question, Marilyn doit écrire un article sur tel truc. C'est collectivement posé et on acte bien les responsabilités de chacun pour conduire le prochain pas. Et derrière, alors là, c'est l'effet logiciel, mais je pense que chacun peut le faire avec sa petite to-do perso. Mais nous, on a un compte rendu de réunion qui sort tout de suite et sur lequel on a la liste des tâches qui nous incombent et avec une capacité derrière à les suivre, à les cocher, etc. Bon, voilà, j'ai un peu dit cette histoire de répartition des rôles, d'insister sur le fait que moi, je ne suis ni facilitatrice ni scribe et que c'est une des préconisations, c'est de dire que voilà, c'est pas le manager qui anime la réunion. Ça m'arrive de le faire aussi pour être dans cette posture justement au service des autres, que ce soit bien marqué clairement. Mais l'idée, c'est aussi que c'est une école du leadership et que ça invite toute une série de collègues qui n'auraient peut-être pas été complètement à l'aise avec l'animation de réunion. En plus, nous, c'est des métiers qu'on doit beaucoup conduire, à se jeter à l'eau et puis à conduire les réunions. Et en plus, comme je le disais, comme on chausse les pantoufles de la réunion tactique, on n'est pas trop pollué par le fait de se dire, tiens, c'est quoi l'étape d'après, comment est-ce que je vais l'animer, etc. On rentre dans le cadre et puis après, on a
ses qualités relationnelles pour faire circuler la parole, garder ce cadre, etc. Mais voilà, je trouve que ça, c'est vraiment une école du leadership. Et puis, ce dernier point qui est hyper important, mais pour moi qui est très transversal de toute la méthode de l'holacratie, c'est vraiment cette culture de l'explicite. C'est-à-dire que je dis les choses, je dis les besoins, mais qu'on trouve aussi dans la communication non violente, etc. Enfin, c'est plein de connexions que vous pouvez faire peut-être avec d'autres référentiels que vous avez. Mais voilà, à la fois, je dis mon besoin et je m'engage de façon explicite sur le comment je résous le besoin. Et si j'arrive pas à le résoudre, c'est dit aussi et c'est posé. Les trucs en plus, j'en ai parlé un peu au fil de l'eau, mais comme ça, vous les avez répétés à l'écran. Hein, nous, on pose de plus en plus un peu systématiquement cette question d'inclusion, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'être pleinement présent? Voilà, ça mérite d'être là aussi bien explicite. La checklist, je l'ai dit, mais c'est aussi une école du collectif, de se dire ben, sur quoi on est collectivement attendu. Les deux rôles clés, facilitateur et scribe, j'en ai parlé en filigrane. Quelle est ta demande ou quel est ton besoin comme question un peu récurrente avec le, les collègues voilà, qui pouvaient avoir tendance à peut-être pas que râler sur un problème, mais en tout cas à s'enfoncer dans un problème. Là, l'idée, c'est que quand j'ai réussi à formuler un besoin, finalement, je me suis déjà mis en position de qu'est-ce que ce serait le premier pas pour arriver à le résoudre. Cette histoire de compte-rendu, qui est particulièrement importante, et en tout cas qui peut être au moins un relevé de décision et qui est transparent. Et puis, le fait d'avoir un cadre sécurisé, c'est je rentre en réunion tactique, je sais que tous les points vont être traités et qu'on va choisir collectivement s'il y a certains points qu'on reporte. Alors, pour nous, les points de progrès, hein, après ces 2 années de pratique, ben ouais, comme tout le monde, comme on est bien humain, on a nos vieilles habitudes qui reviennent et comme on aime bien discuter et converser, on a cette célèbre tendance à la digression bien humaine ou au rebond. Voilà. Ah, ça me fait penser à. Donc, voilà, nous, on essaye de trouver un peu le juste équilibre entre, voilà, ne pas complètement couper la parole à tout le monde en disant, ah non, mais attends, là, tu es en train de partir sur autre chose, remets un point à l'ordre du jour. Mais comme on est de plus en plus nombreux à s'être formés aux méthodes de script et de facilitation, eh ben, il y a une espèce de discipline collective aussi qui se met en place. Le deuxième point de progrès, c'est que on a aussi tendance à pas forcément tenir nos rôles ou à parler avec des casquettes qui sont extérieures au cercle dans lequel on est, aux attendus tels qu'ils sont. Donc, il y a quelque chose aussi d'important à faire le lien avec le reste de l'organisation holacratique et bien cette idée que j'ai des rôles, des attendus, des redevabilités et que je dois faire ces ponts-là. Et puis, dans nos points de progrès, il y a le fait qu'on essaye d'embarquer plus largement le reste de la métropole. Aujourd'hui, il y a 3 directions qui sont clairement dans cette manière de s'organiser. Il y en a 3 ou 4 autres, dont une assez conséquente, la direction de l'habitat qui va passer à cette technique. Et c'est vrai que la réunion tactique, c'est un peu notre produit d'appel, j'ai envie de dire, parce que souvent c'est par la réunion d'équipe que on révèle les difficultés. Et donc, en dernier point, qu'est-ce que ce serait les pas d'après pour notre équipe, hein, c'est qu'on se fait encore plus costaud sur le volet gouvernance. Je me rends compte d'ailleurs depuis notre rencontre que c'est des choses sur lesquelles on a progressé, comme quoi c'est bien de se dire qu'on va faire des pas d'après et de les faire. Et notamment, on organise régulièrement ce qu'on appelle des réunions de gouvernance. Donc, c'est des temps où justement, au-delà du super opérationnel, de la gestion quotidienne, vous avez vu que la réunion tactique, elle est vraiment ancrée dans le quotidien, et ben, de bien se donner ces temps de recul en disant, ben, dans notre organisation, dans nos rôles, la place de chacun, etc., comment ça se passe. Et c'est vraiment marcher sur ces 2 pas. La réunion de gouvernance, elle n'est pas si régulière, hein, évidemment. Vous voyez qu'elle va plus nous embarquer aussi sur le fond, mais elle est hyper importante comme une soupape pour
se dire est-ce qu'on fonctionne bien ensemble et est-ce que tout le monde trouve sa place. Et puis, cette idée de continuer à embarquer plus largement. Et en l'occurrence, une des manières de faire, outre ces équipes qui vont se former et qu'on accompagne avec ma collègue Nadia, mais c'est aussi dans certains formats de réunion. Donc, on a mis en place à la métropole des cercles de transversalité, c'est-à-dire des réseaux de personnes qui sont dans différents services et qui bossent ensemble. D'aucuns appelleraient ça un peu classiquement des groupes projets, mais en appelant ça cercle de transversalité et en proposant de l'animer en format tactique, on sent bien qu'on apporte autre chose dans la clarification de ce qu'on peut attendre de chacun et cet effort d'explicite, de synchronisation et de passage à l'efficacité. Voilà, j'ai terminé. Super. Merci beaucoup, Hélène. C'est un sacré exercice d'expliquer en 25 minutes toutes ces nuances, mais tu t'en es très bien tiré. Ce que je vous propose, c'est donc on ouvre un temps de questions-réponses. Le plus simple, ce qui m'aiderait à gérer ça, c'est que vous avez, si vous pouvez lever la main, donc vous avez dans les 3 petits points réaction et vous pouvez effectivement lever la main, ce qui fait que voilà, dès que vous avez une question, vous levez la main, puis je vais gérer les questions au fur et à mesure. Oui, Aude, il faut que tu mettes ton micro. Donc, l'idée, c'est d'être concis dans la question et dans la réponse. Voilà. Comme ça, on aura un maximum d'éléments. Vas-y, Ouais, Aude. je voulais savoir, Hélène, sur la réunion là, de 1 heure et demie, combien est-ce que vous avez de participants? On est 7 dans cette équipe et dans l'autre équipe participation citoyenne, ils sont une dizaine. C'est un bon format, sachant que ce que je disais, c'est que j'ai aussi mené des tactiques à 2, 3. Mm. Mais 7, ça fonctionne hyper bien. Ok, merci. Oui, Solvita. Attention, ton micro, il faut que tu le rebranches. Oui, merci Hélène, c'était super intéressant. Et je voudrais savoir, pour le scribe et facilitateur, vous avez des rôles qui tournent ou c'est toujours les mêmes personnes? Mm. Et comment vous organisez ça? Ouais, c'est une bonne question. Les deux rôles facilitateurs et scribe sont en holacratie des rôles élus. Donc, Ok, lors de notre dernière gouvernance, on a voté pour les rôles de scribe et facilitateur. Et c'est une élection qui est proche de l'élection sans candidat. Je ne sais pas si ça vous parle, mais qui est cette élection où on dit voilà les compétences dont on a besoin. Ensuite, chacun à son tour dit pour qui il pense voter et en justifiant le pourquoi je pense que ce serait la bonne personne. Et ensuite, on fait un deuxième tour en disant est-ce que je change mon vote en ayant écouté les arguments des uns et des autres. Et si quelqu'un vote pour lui-même, c'est presque une voix qui compte double. C'est-à-dire, si j'ai envie de le faire, eh ben, on soutient quand même cette envie. Et nous, le choix qu'on a fait dans notre équipe, c'est d'être sur des rôles qui durent 6 mois. Donc là, on a voté fin décembre, donc ils ont commencé leur rôle en janvier et ce sera jusqu'à l'été. Et on a fait le choix d'énergiser, donc que ce soit 2 personnes qui énergisent chacun des rôles pour que ça puisse alterner. Donc, on alterne une réunion, on se voit, et je ne l'ai pas dit, on se voit tous les 15 jours. Donc, c'est 1 heure et demie tous les 15 jours. Et ils alternent, ce qui est un mode de fonctionnement qui est assez équilibré pour nous. ok, merci beaucoup. Je vais prendre la suite. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile, enfin, d'après toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette nouvelle pratique au niveau de l'équipe? Peut-être il y a 2 choses, j'en ai pas mal parlé, il y a cette histoire de discipline que ça demande, c'est-à-dire il faut rentrer dans le cadre et se rendre compte que c'est un cadre qui libère. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la pratique qui montre la plus-value. Et puis, on sent bien qu'on est tous hétérogènes face à ce rapport au cadre. C'est-à-dire qu'il y a des gens, au contraire, ça sécurise à mort et qui, du coup, se sont éclatés dans la tactique. Moi, j'ai vu éclore aussi
disons, des gens qui peut-être qui parlaient peu parce qu'en fait, ils n'étaient pas à l'aise avec ce rapport de la réunion classique où ben, ceux qui sont à l'aise avec la parole en public occupent beaucoup l'espace. Et là, ben, d'un coup, ils avaient un endroit où ils pouvaient poser leurs points, les exposer tranquillement. Les gens étaient centrés sur eux, alors que d'habitude, ben, voilà, celui qui parle bien, il accapare plus l'attention. Donc ça, je redis ce qui s'est plutôt bien passé, mais du coup, pour les gens qui, eux, avaient l'habitude d'occuper l'espace sonore, il y avait quelque chose à canaliser. Mais voilà, je sens vraiment que ça a pris du temps pour que on trouve notre rythme de croisière collectivement et que aujourd'hui ça fonctionne bien. Mais c'est des échos que j'ai d'autres équipes aussi qui nous disent, bah ouais, je dis collectivement, vous nous gonflez avec votre cadre là, on peut même plus discuter. Alors du coup on leur dit, bah non, mais il y a le café pour ça. Enfin, donnez-vous des espaces et d'autres formes de réunions. Ouvrez-vous des possibilités où vous brainstormez parce qu'en fait une réunion de brainstorm c'est super, il y en a besoin aussi. C'est bien, ça remplace pas toutes les réunions et puis ajuster ce qui est bon pour votre équipe. Et le deuxième point qui a été délicat, c'était en fait, on a aussi un format de réunion qui est sur l'ensemble de notre direction. Donc là, ça fait une grosse vingtaine de personnes et où on avait envie de garder cet esprit de la tactique. Donc, on a commencé par faire des tactiques et en fait, là, on est retombé à 20 personnes, on est retombé dans ce que je disais avant, c'est-à-dire ceux qui se sentaient, mettaient des points, puis il y avait plein de gens qui se taisaient, c'était pas sans intérêt. Donc, du coup, on a réajusté notre format de réunion de direction où il y a une petite tactique d'une demi-heure qui est uniquement sur les fonctions ressources. En fait, ce qui est commun à nous, les fonctions ressources, c'est la relation avec la com, interne ou externe, les relations avec les marchés, avec les finances, avec les RH. Un petit temps qui s'appelle écho des services, ou écho des cercles. Les référents de chaque cercle vont donner 2-3 infos en partage d'infos. Et ensuite, on a un temps d'une heure où on est soit en co-développement, c'est-à-dire il y a des gens qui apportent des problèmes et on l'anime vraiment en co-développement, soit en apport de contenu, c'est-à-dire j'ai quelqu'un d'extérieur qui vient et on monte collectivement en compétences. Donc on a eu besoin aussi de bien se redire à quoi sert la tactique, quand est-ce qu'elle est utile. Et peut-être le troisième petit point de vigilance, c'est il y a cette question du rapport au manager. Alors après, moi, je pense que j'étais assez convaincue de cette position basse et soutenante du manager, mais il peut y avoir aussi ce réflexe de moi de bien aimer être une sauveuse. Donc, on m'apporte un problème et je t'apporte une solution. Et là, eh ben, ça suppose de se mettre à la même place que tout le monde. Et puis, des collègues qui attendent ça de moi. Donc, qui viennent, mais enfin, t'étais pas là où je t'attends. Et ben, en fait, ça va fonctionner différemment. Mais ça, pour moi, c'est révélateur. La tactique est révélatrice de ça, mais c'est plus largement une position dans une équipe. Est-ce que... Ah oui, Marlène. Oui, moi j'avais une question sur les comptes rendus. Hélène, tu as parlé d'une méthode. Quel est l'outil que vous utilisez? Alors, l'outil qu'on utilise aujourd'hui, c'est Ola Spirit. Alors, je ne sais pas s'il faudra couper au montage parce que c'est un logiciel qui est payant. Mais il existe un logiciel donc, qui est très connecté à l'organisation de l'Holacratie. Et il y a un autre logiciel qui est connecté aussi à l'Holacratie et qui est gratuit qui s'appelle Glassfrog. G-L-A-2-S-F-R-O-G, frog comme la grenouille. Et en fait, cet outil, il permet de prévoir les réunions tactiques, de se connecter à l'avance pour mettre les points, donc ces fameux points de tension que je voudrais voir traités. Et ce que je disais qui est agréable pour nous, c'est que aujourd'hui, bah voilà, moi, quand j'ai des infos dans les 15 jours entre deux réunions où je me dis, oh là là, ça, faut qu'on le voit en tactique, faut on le voit en réunion de cercle, ben, je les inscris et puis voire même, j'ai un petit cadre dans lequel je peux mettre un peu plus de contenu, même pour moi, pour me souvenir de quoi je voudrais parler. Et puis, déjà, dans le petit point de contenu, ça m'oblige à le formuler en besoin. Sur ce point, j'ai besoin de vous parler de ça, de partager cette info, etc. Et puis après, en séance, le scribe, il se connecte à cette réunion
il voit les points, il a tout son conducteur, c'est-à-dire qu'on dit, OK, tour d'inclusion, checklist de quoi on parle, revue des indicateurs, nouvelles sur les projets, on a notre tableau des projets qui est intégré, mais je sais qu'il y a d'autres organisations où ils ont un autre tableau et juste ils s'y connectent. Et ensuite, les temps de triage des tensions. Et là, le scribe, il peut compléter un peu le contenu et après attribuer des tâches en disant les sujets suivants, les prochains pas, voilà qui va les conduire, en mettant les noms. Et du coup, nous, on reçoit un compte-rendu dans lequel je sais ce que je dois faire et ça s'implémente dans ma page de l'outil où j'ai ma checklist, le fameux truc avec les cases à cocher pour me dire, OK, est-ce que tu as fait ça ou pas? Et voilà, moi, je sais que j'ai le réflexe et les collègues aussi maintenant de s'y connecter régulièrement. Mais je suis pas du tout une fervente défenseuse, je sais pas comment on dit, du high-tech. Donc, je pense que tout ça est tout à fait possible, soit avec les outils existants, je disais, avoir un document Word sur lequel on partage en amont de la réunion les tensions et puis on les complète en direct, hein. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que à tout moment dans la réunion, je peux rajouter un point de tension. C'est-à-dire que si, en entendant mon collègue parler, je me dis, oh là là, j'ai oublié, il faut que je parle de ça, ou j'ai besoin d'obtenir telle info, pour éviter qu'on se décentre du besoin du collègue et qu'on vienne sur le mien, je le rajoute dans les points, et donc c'est au facilitateur de le traiter en direct. Et donc voilà, tout ça pour dire que, pour revenir sur la question compte rendu, à la fin de la réunion, check, j'ai un compte rendu qui vient directement dans ma boîte mail. Merci, merci Hélène. Petite question, il faut penser à mettre ton micro. C'est Solvita, je crois. Ouais. Oui, Solvita, oui. Est-ce que tu Ah, c'est m'entends? bon? Oui. Oui, pardon. Je ne sais pas si ma question est pertinente, mais ce qu'on rencontre aujourd'hui dans notre équipe comme problème, c'est la prise de décision. En fait, on est un peu passif. Par exemple, pour les priorisations de projets ou quelque chose comme ça, on attend que c'est le manager qui tranche et qui, lui, il veut qu'on est plus autonome, qu'on fonctionne plus dans une mode holocratie. Est-ce que vous avez une méthode, une réunion dédiée à ces genres de questions ou c'est la même réunion tactique On n'a pas de réunion dédiée à la prise des décisions. La tactique, moi, je trouve qu'elle fonctionne très bien pour les petites décisions Oui, du quotidien et qui permettent de continuer, enfin voilà, d'avancer sur certains points. Après, parfois arrivent en tactique des sujets sur lesquels je me dis, oh là là, on a besoin de se poser soit en bilatéral avec la personne qui m'a posé le sujet, soit avec ma chaîne hiérarchique, directeur général adjoint ou la direction générale, etc., ou les élus, parce que nous, on a aussi ce paramètre-là comme parmi les décideurs. Et du coup, on va décider en tactique en disant, bah, voilà, on a besoin de se poser sur ce sujet et donc de travailler la prise de décision qui est un objet en soi sur des grosses décisions stratégiques. Après, il me semble que ce qui peut être intéressant, c'est que là, si c'est des décisions un peu plus compliquées à prendre, plus à enjeu, ça mérite un temps de préparation de la prise de décision et de clarification des différentes options qui s'offrent à nous. Et que ça, c'est des choses qui peuvent être préparées par la personne qui est un peu experte du sujet ou qu'on mandate pour préparer la ouais. décision. Moi, ça me fait penser un peu dans nos réunions de gouvernance, qui sont, comme je l'ai dit, des réunions qui sont un peu plus lourdes de réflexion stratégique et de changement. Il y a ce qu'on appelle un proposeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va proposer une option et ensuite, on a la possibilité de le challenger, d'abord par un tour de clarification et ensuite par un tour d'objection. Je ne sais pas si ça vous parle aussi, mais ce fameux truc de dire une objection, c'est un point qui soit me met en fragilité moi, soit met en fragilité notre organisation et notre stratégie, et qu'on aide à reformuler la décision pour qu'elle soit la plus inclusive possible, qui intégrative, on dit, donc qui prend en compte tous les éléments. Mais enfin, voilà, en tout cas, pour moi, la tactique est pas... Alors, sauf si il y a qu'un seul point à l'ordre du jour et qu'on arrive à prendre du temps, mais c'est toujours intéressant de se dire
de qui j'ai besoin autour de la table pour prendre une bonne décision. Et si c'est tous les membres de l'équipe, ben, ça veut dire que ça vaut le coup d'avoir un temps un peu dédié à ça avec une proposition qu'on travaille. S'il y a d'abord besoin d'un temps bilatéral ou qu'une personne porte une proposition et qu'elle soit vraiment construite, c'est un peu de la dentelle, je trouve. Je ne sais pas si c'était clair comme Oui, oui, conversation. c'était clair, ça donne des idées, des pistes. Ok. Merci. Sylvie, Oui, question. oui, effectivement, j'avais une question. C'était, est-ce que finalement cette méthode n'enlèverait pas toute forme de spontanéité? C'est un retour qu'on nous a beaucoup fait. Alors, pour l'équipe là qui nous accompagne, les consultants, ils sont hyper stricts sur la manière de la conduire. Et des fois, moi, quand je les vis, je suis un peu frustrée de ça. Et du coup, on a eu notre propre culture d'organisation sur la réunion tactique qui fait que par exemple, nous, on rigole beaucoup en réunion tactique. En fait, on s'autorise des petits traits d'humour, des blagues, des micro-rebonds comme ça. L'idée, c'est que le facilitateur, il est vraiment garant du fait qu'on ne se perd pas dans ces blagounettes. Et on sait que faire des blagues, c'est aussi... tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Donc, voilà, il est soucieux du fait que chacun trouve sa place et qu'ensemble, on va là où on a décidé d'aller. Mais en revanche, notamment dans notre manière de conduire la tactique, qui est sans doute à ajuster pour chacun, mais dans notre manière de conduire la tactique, une fois que la personne elle a posé sa tension, il y a un temps d'échange qui peut avoir une dimension d'informel. Mais ça fait partie aussi d'espèces de contrat, j'ai envie de dire le contrat de confiance, qu'on s'est posé collectivement dans la réunion, c'est de se dire, on a envie d'être efficace ensemble dans cette réunion. En fait, on adore discuter et être spontané et tout ça, mais on voit aussi les dérives que ça a pu avoir. Donc là, dans ce cadre-là, on essaye au maximum de se focaliser sur l'objectif. Et en revanche, comme je disais, on se fait des repas ensemble. Comme les réunions sont plus courtes et plus efficaces, ben, peut-être on a plus ces temps d'interstice où on est dans le rebond, on s'attrape à la machine à café. Enfin voilà, on a cultivé aussi nos liens ensemble. C'est sûr que c'est un équilibre à trouver. Je pense qu'on ferait que du tactique et ensuite tout le monde va dans son bureau, se met derrière son ordinateur et se met à dérouler les points sur lesquels il doit travailler. Ça fait hyper peur. Donc on n'est pas dans ce rapport-là. C'est plutôt dans la fameuse balance entre convivialité et efficacité. Ça tire plutôt vers l'efficacité et on continue à chercher Il y a d'autres espaces où on équilibre. Ok. Et ce qu'on a pas mal fait ces derniers temps là, parce que dans cette stratégie un peu de diffusion, c'est qu'on a invité des gens d'autres équipes qui étaient curieux à assister à nos réunions tactiques. Donc, on a eu des spectateurs à plusieurs reprises là. Il y a 2 ou 3 personnes, on leur donnait les règles, etc. Et c'est marrant, et à la fin, on leur disait toujours, ben, voilà, vous avez 5 minutes, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et la plupart des gens ont fait exactement la remarque que tu viens de faire, c'est-à-dire, ah, dis donc, c'est quand même sympa. Votre réunion, et on sent que ça discute malgré tout. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus psychorigide. Et donc, voilà, c'est pour dire que ce n'est pas juste moi qui le dis, c'est qu'il y a des témoins aussi qui peuvent plaider en faveur. Super. Ok, super. Merci Hélène. Alice, je vois que tu as levé la main. Oui, moi je me demandais quels sont les enseignements que tu as tirés, enfin même vous en votre équipe de cette expérience et quels conseils donnerez-vous à une entreprise ou à quelqu'un qui voudrait mettre en place ces réunions tactiques? J'avais essayé un peu de le dire dans le PowerPoint, mais dans les enseignements, il y a vraiment cette idée que c'est possible, et c'est possible de le tenir dans la durée. Il n'y a pas d'usure. Ça faisait partie, moi, de mes questions un peu, c'est de se dire ce format très, très organisé, ben, est-ce qu'à la fin, ça ne va pas nous gonfler parce que ben, les rituels, des fois, ce n'est pas très drôle. Et en fait, c'est pour moi vraiment un rituel assez libérateur.
Donc ça, j'aurais envie de le partager. Il y a cette idée que ça permet à chacun de trouver sa place. Donc je disais, y compris selon les profils, les timides, les plus disserts à l'oral, etc. Mais que ça peut-être un enseignement dont j'ai pas parlé, ça suppose vraiment d'avoir quelqu'un, et c'est peut-être là le rôle essentiel du manager, c'est quelqu'un qui a ce souci de l'intégration et du bien-être de chacun dans l'équipe. En fait, avant d'être dans cette direction, on était un collectif on avait réussi à créer une espèce de petite cellule qui était complètement en organisation horizontale où il n'y avait vraiment pas de manager. Et on était rattaché au DGS, comme ça, mais à part. Et en fait, ça marchait hyper bien pour tous ceux d'entre nous qui étaient un peu experts d'un sujet, plutôt seniors, et qui étaient à l'aise avec leur environnement. Et en fait, on s'est rendu compte que soit les juniors pas forcément au sens jeune, mais aussi qui arrivaient dans l'organisation, et ben, ils avaient plus de mal à trouver leur place. Euh, parce que il y avait personne qui était dans je fais attention à toi au fait que ça se passe bien. Et du coup, pour moi, ça, c'est un des rôles du manager qui a fait que au final, je trouve que c'est pas si mal qu'on soit revenu, en tout cas sur le papier, à une organisation où il y a une hiérarchie, il y a bien un manager dans cette position-là. Et il y a un autre truc que je voulais dire qui m'a échappé. Mais voilà, moi je trouve que cette culture de l'explicite et de l'efficacité, elle peut que bénéficier à toutes les organisations. Mais c'est vrai que ça suppose que le manager il joue le jeu. Et ça, il y a quelque chose de l'ordre de presque de. Alors, non, peut-être ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que de l'intime conviction. C'est-à-dire que je suis pas que allée chercher. Moi, je pense que j'avais cet intérêt-là et cette curiosité-là, et donc j'y suis allée comme ça. Mais aujourd'hui, quand je le promeux ou j'essaye de diffuser auprès d'autres managers, l'argument efficacité, qui vous voyez peut toucher un champ de personnes qui est quand même assez différent de ceux qui ont juste, qui sont plus attachés à la qualité de la relation humaine. Mais l'argument efficacité, il est très clair. Et il y a pas mal de collègues managers qui viennent me voir en disant mais moi j'en ai marre de ces réunions d'équipe où tout le monde est hyper passif, machin. Ben voilà, je leur amène une solution de capacitation et de mise en mouvement d'équipe. Merci Hélène. Aude, je te donne la parole pour ta question. Oui, t'as parlé de quelque chose, Hélène, et ça m'a fait penser à l'histoire de Lego. Je me demandais justement comment ça se passe. Est-ce que tu as déjà vu des situations où tu avais des personnes qui avaient besoin de montrer ou de faire agir leur ego? Est-ce que tu as la sensation, voilà, que ça a un effet bénéfique ou pas, justement, d'avoir ce genre de réunion? Alors, j'avais beaucoup vu avant de faire des réunions tactiques, Mm. où effectivement, cette place, ce besoin d'attention, que tout le monde écoute, la personne existait. Alors, pas tellement dans notre équipe parce que ben voilà, c'est ces profils-là, mais ailleurs, je l'ai beaucoup vu. Et du coup, là, le côté énorme, et puis la place du facilitateur, elle est hyper importante. Mais du coup, vous comprenez que ça veut dire que faut que le facilitateur il se sente bien soutenu et soutenu à la fois parce qu'il est équipé méthodologiquement, il a un cadre qui a été partagé, et puis soutenu par le collectif. C'est-à-dire que là, on a encore fait une réunion tactique lundi et c'était notre nouveau facilitateur Clément là, qui a pris la main. Et puis voilà, on est reparti dans nos trucs de digression et à un moment, il a dit bon, on se recentre un peu. Puis voilà, il commençait tout juste à avoir sa position de facilitateur. Et puis, il y en a qui ont fait voilà, ça nous gonfle, quoi, ce recadrage par un collègue, c'est pas évident. Mm. Et puis, à la fin,
on l'a tous applaudi en disant bah, bravo Clément, tu as tenu le truc, tu avais 19 points en plus à traiter parce qu'il s'est appuyé sur notre responsabilité collective. On a 19 points à traiter en 1 heure et demie. Si on part trop loin, on ne les traitera pas, quoi. Et je me rends compte que ça marche hyper bien dans notre équipe où on a cette culture collective et cette ancienneté. Et j'ai essayé de l'appliquer dans les fameux débats citoyens pour le climat, là où j'étais facilitatrice. Et je dois bien vous avouer, en toute modestie, que je me laisse à chaque fois déborder. Parce qu'en fait, on est avec des gens qui sont experts là, des questions climat, alimentation. Autant vous dire qu'ils parlent avec toute leur passion, leur trip, leur expertise, machin. Et on ne traite jamais tous les points, quoi. Donc, c'est vraiment une école d'apprentissage en continu. Merci. Super, merci Hélène. Cynthia. Oui, du point de vue pratique, pour le facilitateur, tu as dit qu'il y a des outils et tout, mais il y a une formation quand ils prennent, comme ça tourne tous les 6 mois. Ouais. Alors nous, on a fait le choix effectivement de conventionner avec un organisme qui nous accompagne sur l'holacratie et qui du coup a un système de formation sur 2 jours. En fait, il y a des formations sur 4 jours pour les managers, mais c'est plus largement à l'holacratie et tu réfléchis aussi à ton organisation. Et de 2 jours sur facilitateur et scribe avec des petites fiches méthodes derrière. Alors facilitateur et scribe, finalement, je me rends compte dans les formations, ils passent presque plus de temps sur les réunions de gouvernance qui sont, comme je l'ai dit, des réunions un peu plus subtiles dans lesquelles il faut vraiment accompagner les participants à faire une proposition, énoncer des points de blocage, arriver à les lever collectivement, etc. Et que sur la tactique, ça va relativement vite. Mais voilà, moi, je me rends compte que à l'usage, là, nous, il y avait un certain nombre de gens qui ont été, y compris facilitateurs et scribes, sans avoir la formation de 2 jours. Ils y arrivaient très bien. C'est-à-dire qu'on leur avait donné le conducteur. Ce que je vous ai dit là, vous voyez que c'est assez applicable. Ce que ça amène la formation, c'est une couche de sens. Je comprends vraiment comment ça s'inscrit plus largement dans une réflexion sur la distribution des responsabilités, du pouvoir, cette rupture de l'explicite, etc. Donc ça, je pense que c'est soutenant pour les gens. Et mon constat, c'est que c'est d'autant plus efficace et soutenant que les gens ont déjà un peu pratiqué ou ont vu comment ça se passait. Et puis, ça leur amène aussi de la confiance sur la méthode. Le côté, j'y vais, comme c'est les formateurs, ils sont très exigeants sur, voilà, tiens ton point, attention, ils sont en train de dériver, reviens toujours à la question de quel est ton besoin, etc. Même si après, dans la vraie vie, tu ajustes en fonction de ta personnalité, tu as quand même en fond de tête le fait de se dire, ah oui, il faut que je tienne ça et ça va être libérateur, soutenant pour toute l'équipe. Ok, merci. Je vais passer mon tour, je vais donner la parole à Solvita pour la dernière question. Voilà. Merci. Oui. Tu as dit, Hélène, que avant vous aviez l'organisation horizontale aussi, et juste avant vous aviez aussi le hiérarchie normale. Du coup, j'imagine. Ma question est, comment est-ce que tu, tu as mis ça en place? Est-ce qu'il y avait un vote? Comment vous avez choisi de fonctionner différemment et comment est-ce que tu as mis en place ça? Est-ce que tu as dit, voilà, on va fonctionner comme ça maintenant ou c'était une décision d'équipe? Alors, après, non, donc moi, je bosse dans une organisation publique, c'est-à-dire qu'il y a un cadre de fonctionnement qui est hyper défini par la loi, etc. On est des fonctionnaires avec des fiches de poste, etc. Donc, il y avait un petit côté, il fallait hacker la fonction publique pour arriver à fonctionner comme ça. Il se trouve que ça remonte à longtemps, hein, peut-être c'était déjà 2017-2018, où on était un certain nombre d'agents à se dire on a besoin de se soutenir nos compétences en management, en organisation, et à réfléchir un peu autrement. Et on était certains à avoir lu des choses autour de l'organisation horizontale, opale, on était allé à Réveille ta boîte, enfin voilà, on a fait toute une série de moments où on s'est ouvert les chakras et on échangeait entre nous dans un groupe informel qu'on a d'ailleurs appelé le groupe Submarine, donc, sous-marin.
en se disant tous, on est aussi dans l'accompagnement des autres et on a besoin de diffuser cette manière de travailler qui va pour nous avec l'ère du temps, y compris autour des enjeux climatiques qu'on porte pas mal, qui est cette capacité d'adaptation. Et dans l'adaptation, il y a comment je donne à quelqu'un du pouvoir d'agir. Et donc, on portait d'un point de vue, vous voyez, presque philosophique aussi ces questions, mais on s'était outillé différemment. Et en fait, on a eu un grand temps de réorganisation. Donc, nous, on a des élections régulières et qui amènent un changement d'organisation. Et on avait pu, en travaillant collectivement, faire des propositions qui ont amené d'abord à créer cette mission qui s'appelle Stratégie Innovation Publique, très horizontale. Donc, c'était vraiment ce collectif Submarine qui, en fait, est devenu une mission. Finalement, il n'y avait pas tout le monde. On a toujours eu des alliés un peu ailleurs, mais il y a eu cette mission d'une dizaine de personnes en fonctionnement plutôt horizontal. Et puis après, la mission, elle a grossi, elle s'est un peu plus institutionnalisée, elle a dû devenir un service, une direction. Et donc, petit à petit, ben, ouais, c'est moi qui ai pris le rôle. En fait, du coup, le fonctionnement, ça n'a pas été que j'ai été désignée par en bas parce que notre organisation, elle n'est pas comme ça. Mais ce qui était plutôt chouette, c'est que quand ça m'a été proposé, les collègues, ils étaient tous en train aussi de me dire, bah, vas-y, prends-le, quoi, parce que de toute façon, c'est toi qui es bien dans ce rôle-là aujourd'hui. Donc voilà, ça n'a pas été euh, complètement bottom-up, mais par contre, on réfléchit très collectivement aux prochaines étapes, à où est-ce qu'on en est ou pas. Voilà. Et puis, il y a des résistances, il y a des collègues qui disent bah, attention, il ne faut pas tout passer au filtre de l'holacratie, on s'ajuste. Là, dans le service participation, il y a une nouvelle collègue qui est arrivée et qui, du coup, ne connaissait pas du tout. Et voilà, qui, elle, me fait des retours en disant ben, ouais, ça, je prends pas. Et ça nous fait tous bouger. Donc, ouais, c'est vivant. Super. Merci beaucoup. Je sais que je vais frustrer. Je sais il y a plein d'autres questions. Voilà. Et Hélène, tu nous donnes vraiment envie de creuser tout ça. Mais on arrive au bout du temps. Il nous reste 7 minutes pour vraiment terminer. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre 30 secondes, 45 secondes chacune pour que vous puissiez en fait faire un retour à Hélène en termes de qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je retiens en fait. C'est vraiment cette notion de qu'est-ce que tu m'as apporté. Donc, d'essayer d'être la plus précise possible ou la plus éclairante sur voilà, quel retour j'ai envie de te faire en termes de ce que je retiens, ce que j'ai appris, tout ça. Je vous laisse 30 secondes pour préparer ces différents, enfin au moins un point, un, deux, trois, et puis après chacune aura le loisir de présenter ces éléments à Hélène pour qu'elle le reçoive en retour, pas autant de ce qu'elle nous a donné, mais presque. Alors, qui serait prête à partager son retour? Il nous reste 5 minutes, donc il faudrait faire moins d'une minute par personne, ça serait super.
Bah, moi, je vais bien prendre la parole. En plus, j'ai une réunion à 10h30, donc je vais devoir partir. Alors moi, je Super. connaissais pas du tout les réunions tactiques, mais je trouve ça très intéressant. Du coup, j'ai acquis cette nouvelle connaissance et j'ai appris que ça pouvait donner un cadre, mais en même temps, ça permet, il y a la liberté, ça permet aussi la coopération. Donc, je repars avec une idée et que ça permet aussi, je sais maintenant organiser des réunions comme ça, un cadre, mais avec la liberté et de la coopération. Bon, moi, je vais devoir partir, mais en tout cas, merci Hélène, c'était très intéressant ton témoignage. Donc, voilà. Merci Merci. Anaïs. Qui veut continuer? Allez, Cynthia. Comme disait Anaïs, j'ai trouvé que c'était un super cadre pour encadrer les réunions. C'est efficace, c'est pragmatique et ça permet d'avoir du partage collectif. Donc, je repars avec cet outil pour ma vie professionnelle. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Merci. Et Cynthia, tu donnes la parole à... On t'entend plus. À Aude, si tu es prête. Oui, oui. Génial. Moi, je retiens ce que tu as dit là sur la notion d'efficacité. Et puis le fait que finalement chacun peut trouver sa place et je trouve ça super intéressant. Donc j'ai très envie d'en parler à des collègues pour voir si on peut pas faire une petite expérimentation. Donc un grand merci Hélène pour ton partage. Merci. Super, merci. Et Aude, tu donnes la parole à... Sylvie? Oui, alors moi, merci pour ton partage, Hélène. En fait, ça complète mon expérience vécue. J'avais eu une petite expérience sur l'holacratie où j'avais vu pas mal de limites. Et là, tu m'as réouvert les chakras pour envisager en fait de lever les freins à ces limites, parce que malgré les limites, j'avais vu aussi beaucoup d'efficacité autour de ces réunions. Donc, en tout cas, la notion d'allier efficacité sans oublier la convivialité, ça, je le retiens. Effectivement, on peut équilibrer ça avec l'extérieur de la réunion et puis se mettre un pacte de confiance et un pacte d'efficience entre nous tous pour se dire, bah là, c'est comme ça, c'est un peu rigoureux, mais en soi, c'est efficace et ça va nous faire gagner plein de choses. Donc, je retiens ça. Et puis, je retiens aussi la chance à chacun de contribuer. C'est vrai qu'il y a toujours, il y a toujours des personnes qui sont un petit peu retirées dans les réunions et donc là, je pense que c'est effectivement un outil très efficace pour permettre à chacun de contribuer à la réunion et d'apporter sa touche. Et enfin, un équilibre collectif. J'ai écrit un essai adaptatif qui manœuvre vers l'épanouissement. Voilà. Merci Hélène. Et tu donnes la parole à... Alors, Pardon, Solvita. Oui, merci Hélène encore, c'était très intéressant. J'avais lu des choses de théorie un peu sur holacratie et c'était très intéressant d'avoir un témoignage et des petites situations pratiques que tu as décrites, que je les connais entièrement dans notre équipe et du coup, ça donne des idées et ce qu'on cherche, on cherche l'efficacité et je crois l'utile pour ça, ça peut être ce cadre que tu as présenté qui permet de parler à chacun à droite à gauche et cadrer dans le temps. Et l'autre chose, on a déjà établi certaines choses comme scribe et facilitateur, mais on fait ça des rôles tournants chaque mois. Et en fait, on se retrouve souvent à perdre quelques minutes au début de réunion de se demander qui est-ce que fait le rôle cette mois-ci et, et tout ça. Du coup, peut-être ça sera aussi à revoir. Je crois que c'est plus stable et efficace d'avoir sur plus long temps ces rôles-là. Et en général, ça donne un enthousiasme d'essayer de mettre ces méthodes en place, de voir que ça marche en réalité avec ton exemple concret. Merci. merci. Eh bien, Marlène, tu continues? Tu penses... Voilà, ton Oui, micro. merci beaucoup Hélène, c'était vraiment très précis, très clair. Et j'ai aussi apprécié les exemples que tu as donnés parce que du coup, on a eu l'impression de s'immerger dans tes réunions, donc c'était très intéressant. Et c'est marrant parce que j'ai une réunion juste avant de venir à la présentation et je me suis dit, ah, on aurait pu faire ça, ça, ça et ça. Donc,
je vais partager à mes collègues juste après ce qu'on pourrait faire pour améliorer nos réunions. Voilà, merci. Super, merci. Eh ben, je vais continuer. Écoute, Hélène, un grand merci parce que bon, on pratique, ça fait 3 ans qu'on pratique ces démarches-là, et j'ai beaucoup apprécié la façon dont tu le présentais. C'était simple, illustré, authentique. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Donc merci de ça. Moi, je retiens cette notion j'ai adoré quand tu dis, et je pense que j'avais pas conscience de ça, c'est-à-dire que ces deux objectifs, se synchroniser et traiter les tensions, comme finalement deux objectifs clés, quelles que soient les réunions. En tout cas, dans une majorité de réunions, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Cette notion aussi parce que moi, pareil que toi, Lola Gracie, au début, j'étais waouh, c'est froid, c'est rigide, et ouais, ce besoin de rigoler, enfin, le domaine de l'humour, et cette prise de distance, je pense qu'il faut avoir, parce que la première impression par rapport à Lola Gracie, c'est un peu compliqué. Nous, on a fait le choix d'aller vers la gouvernance cellulaire qui amène un petit peu plus de fluidité. Enfin, en tout cas, on est sur ces différents éléments. Et puis, ce ping-pong entre réunion tactique et réunion de gouvernance, nous, on l'a vu aussi, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de mal au début à circonscrire parce que justement, les rôles n'étaient pas suffisamment définis, la gouvernance n'était pas suffisamment claire, et je pense qu'il y a vraiment, merci d'avoir insisté sur ce point-là parce que je pense que c'est essentiel pour bien fonctionner. Voilà. Mais en tout cas, voilà, un grand merci. Je pense qu'on va te le dire encore une fois, mais c'est vraiment très sincère d'avoir pris ce temps, de nous avoir partagé aussi simplement, facilement et aussi clairement tout ça. Et puis, merci à vous de par vos questions. Je crois que ça a apporté vraiment quelque chose. Voilà, on a joué une belle partition tout ensemble, donc ça a été un grand plaisir. Donc voilà, je vous ai volé 3 minutes, donc je vous dis au revoir et au Merci plaisir beaucoup. pour partager tout Et ça. merci beaucoup pour les feedbacks, c'était super.